Après cette pause, continuons à étudier l'action musculaire au niveau de la colonne vertébrale et donc voyons maintenant les muscles qui s'insèrent entre la région lombaire et le bassin. Il y a tout d'abord le muscle iliopsoas et ensuite le muscle carré des lombes. Bien que sur le plan anatomique, ces deux muscles ne soient pas considérés comme des muscles du tronc, ils sont fortement associés à la cinésiologie de cette région. Et donc, le muscle iliopsoas est formé de deux parties, le muscle psoas en lui-même et le muscle iliaque qui donc prend ses insertions dans la fosse du bassin. Alors, regardons donc le muscle psoas et sur le schéma, on voit ici la position des différents centres de rotation par rapport à l'axe des forces. Et donc, vous voyez que l'axe des forces passe quasi par le centre de rotation pour les vertèbres comprises en T12 et L4, et seule la vertèbre L5, qui est un peu plus en arrière, a un bras de levier et est capable de faire tourner, de faire pivoter la colonne sur le fémur au niveau de la hanche. Alors, s'il travaille de façon isolée, le psoas va participer donc à la flexion latérale de la colonne lombaire. Et si les deux muscles psoas travaillent en bilatéral, ils vont être fléchisseurs de l'extrémité inférieure de la colonne lombaire par rapport au bassin. Mais attention, c'est surtout, comme nous venons de le dire précédemment, la partie du muscle qui s'insère au niveau de la vertèbre L5 qui va jouer ce rôle. Alors le psoas major est également un stabilisateur important de cette région et l'iliopsoas, comme tous les fléchisseurs de la hanche, peut indirectement augmenter la posture en lordose de la colonne lombaire en faisant basculer le bassin en antéversion. Alors le second muscle qui s'insère à la fois sur la colonne et sur le bassin est le carré des lombes, quadratus lumborum en latin, et vous voyez ici une vue postérieure de ces deux muscles. Et donc quand ils agissent bilatéralement, les carrés des lombes sont des extenseurs de la région lombaire. Lorsqu'ils se contractent de façon unilatérale, le carré des lombes fléchit la région lombaire du côté du muscle qui se contracte. Il peut également élever le bassin si la colonne est fixe. C'est la hanche du côté du carré des lombes qui se contracte, qui va se soulever. Alors si on regarde l'orientation des muscles carré des lombes et des muscles psoas, on constate qu'ils sont presque placés verticalement le long des deux côtés des vertèbres lombaires. Et donc, lorsqu'ils vont se contracter de façon bilatérale, ces muscles vont assurer une excellente stabilité de la colonne lombaire et aussi de la jonction L5-S1. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi les muscles psoas euh, et carré des lombes sont associés aux muscles du tronc. Eh bien, je vais vous montrer ici un exemple où on comprend bien la relation entre les muscles qui vont fléchir le tronc, donc les muscles abdominaux qui vont fléchir le tronc, et le psoas. Donc, étudions le passage de la position couchée sur le dos à la position assise, par exemple lorsqu'on se redresse dans son lit. Le passage de cette position couchée à la position assise peut être divisé en deux phases. La première phase est une phase de flexion du tronc qui va être suivie par une phase de flexion des hanches. La phase de flexion du tronc implique une forte activation des muscles abdominaux et tout particulièrement du muscle droit de l'abdomen.
le centre de rotation de la partie supérieure du tronc se trouve à ce moment-là approximativement au milieu du tronc, à l'endroit qui est indiqué par le point 2 sur la figure A. Il faut également noter que la tête sternale du grand pectoral et le latissimus dorsi vont aider à fléchir la région supérieure du thorax. Il faut également noter que la tête sternale du grand pectoral peut aider à faire avancer les extrémités supérieures vers le bassin. Il y a ensuite une phase de flexion des hanches durant laquelle le bassin et le tronc vont pivoter vers les fémurs qui, eux, sont fixes. Donc, le centre de rotation du mouvement va alors se déplacer de la partie inférieure de l'abdomen vers le centre, vers le milieu des têtes fémorales. Et donc, ce mouvement va nécessiter une action des muscles abdominaux pour maintenir le tronc en flexion et pour ne pas qu'il bascule vers l'arrière, mais ça va aussi demander une action des muscles iliaques, sartorius et rectus femoris, pour faire basculer le bassin en flexion, pour que le sujet puisse s'asseoir sur les fesses, pour le dire de façon populaire. L'action du rectus femoris va engendrer une activation modérée du biceps fémoral et du gastrocnémien pour stabiliser le genou. En effet, lorsque le rectus femoris va tirer sur le bassin pour le redresser, il va en même temps avoir tendance à étendre le genou puisque c'est un muscle polyarticulaire. Et donc, pour maintenir le genou dans cette position ici à peu près de flexion à 90 degrés, eh bien, il va falloir contracter des muscles antagonistes au rectus femoris au niveau du genou, à savoir ici les muscles ischiatiques et tout particulièrement le biceps femoris et le muscle gastrocnémien. Alors il faut également noter que le biceps fémoral, qui est aussi un muscle biarticulaire, va devoir se contracter en excentrique. En effet, du côté du genou, on a plutôt tendance à avoir une contraction qui va être isométrique, c'est-à-dire que l'articulation ne va pas bouger parce que on veut la maintenir dans cette position-là. Et du côté du bassin, eh bien, on va avoir une rotation du bassin vers la flexion, et donc ça veut dire que le muscle biceps fémoris va devoir s'allonger, et donc le muscle biceps fémoris va réaliser une contraction en excentrique pour d'une part, d'un côté, permettre la rotation du bassin en flexion, et d'autre part, pour du côté du genou, fixer l'articulation du genou dans une position de flexion à peu près à 90 degrés. Alors, dans les deux diapositives qui suivent, j'aimerais bien mettre la lumière, to shed light, comme on dit en anglais, sur le rôle stabilisateur des muscles du tronc. Et donc, les ligaments et autres tissus conjonctifs sont une source importante de la stabilité du squelette axial, et donc ces ligaments vous sont illustrés sur le petit schéma que vous voyez à gauche de la dia. Il ne faut évidemment pas étudier ces ligaments, c'est écrit beaucoup trop petit, c'est simplement là pour une illustration. Et donc ces ligaments sont une source importante de stabilité de la colonne, et ils vont donc jouer un rôle important dans cette stabilité, mais la force active va également jouer un rôle important. En effet, un ligament, il donne une force donnée, et cette force à une longueur précise ne peut pas changer, alors qu'un muscle peut évidemment moduler la force qu'il va
développer, et donc ainsi répondre à des sollicitations externes qui auraient tendance à déséquilibrer la colonne. Et donc les stabilisateurs de la colonne peuvent être divisés en deux groupes. On en a déjà parlé avant. Les stabilisateurs musculaires intrinsèques, qui comprennent les muscles qui sont relativement courts et relativement profonds, et qui sont segmentés et s'attachent principalement le long de la colonne vertébrale entre une vertèbre et la suivante. Il s'agit donc des muscles multifides, rotatores, les muscles interspinaux et les muscles intertransversaux. Les stabilisateurs musculaires extrinsèques, en revanche, sont des muscles qui sont relativement longs et qui s'attachent à des structures situées en dehors de la région de la colonne vertébrale, telles que le crâne, le bassin, les côtes et les membres inférieurs. Les principaux stabilisateurs musculaires extrinsèques du tronc sont les muscles abdominaux, les érecteurs spinaux, le carré des lombes, le psoas et les muscles de la hanche qui relient la région. Alors, pour illustrer ce rôle stabilisateur des muscles du tronc, nous allons prendre un exemple ici. Voilà un sujet qui se trouve debout et qui doit réceptionner un ballon. Alors, si évidemment il ne contracte pas, il ne stabilise pas son tronc, la force engendrée par le ballon va le pousser en arrière et il va tomber sur le dos. Et il faut donc noter que sur cette dia, on voit que l'activité musculaire est principalement importante dans la région inférieure du tronc. Tout particulièrement, il y a une activation du psoas major, donc du psoas, du carré des lombes et des érecteurs spinaux, de même que des muscles abdominaux qui vont apporter une stabilité dans les trois plans de la région lombo-pelvienne. Cette forte activation des muscles abdominaux va contribuer également à augmenter la pression intra-abdominale, et ceci est un mécanisme qui est censé exercer un effet stabilisateur sur toute la région lombaire, puisque en fait les viscères vont pousser contre les vertèbres lombaires et vont les empêcher de bouger vers l'avant ou vers l'arrière. Il faut également noter que l'abdomen transversal, qui est disposé horizontalement, va créer un effet de ceinture naturelle autour de toute la région lombaire. Donc c'est un peu comme si vous mettez une ceinture de force au moment où vous faites l'exercice. Et il va ainsi bloquer les articulations de lombaires, mais également les articulations sacro-iliaques. Passons maintenant à la région cervicale et commençons par un petit peu étudier l'action du sternoclédomastoïdien. Une contraction isolée de ce muscle entraîne une flexion, une inclinaison homolatérale et une rotation contralatérale. Donc si votre sternoclédomastoïdien droit se contracte, votre tête va se pencher vers la droite, elle va se tourner vers la gauche et votre visage va regarder vers le haut. Si on a une contraction simultanée des deux muscles sternoclédomastoïdiens, on va engendrer un mouvement de flexion de la colonne cervicale moyenne et inférieure, et un couple d'extension qui est moins important au niveau de la colonne cervicale supérieure. Alors, le sternoclédomastoïdien est un muscle qui se trouve sur la face antérieure du cou. Si on va regarder à la face postérieure du cou, le muscle principal est le muscle splenius, ou plutôt les muscles splenius. Et donc il y a le muscle splenius de la tête et le muscle splenius du cou. Un autre muscle qui va également jouer un rôle est l'élévateur de l'omoplate.
Et donc une contraction isolée de chaque muscle splénus va entraîner une inclinaison latérale. Donc ceci veut dire que si vos deux splénus droits se contractent, votre tête se penche à droite et votre tête se tourne vers la droite. Et donc vous voyez que le splénus de la tête, le splénus capitis, a une section beaucoup plus grande, et donc comme je vous rappelle, la section du muscle est proportionnelle à la force que celui-ci plus développé. En plus, vous pouvez voir que ce muscle a un bras de levier qui est beaucoup plus grand que les splénus du cou, les splénus de la colonne cervicale. Et de ce fait, le splénus de la tête est un rotateur axial plus performant que les splénus du cou. Une contraction simultanée des deux splénus de la tête gauche et droit va provoquer une extension de la tête, et cette extension va être renforcée par l'action des muscles splénus du cou. Alors, passons maintenant à la région suboccipitale, c'est-à-dire aux articulations atlanto-occipitales et atlanto-axiales. La figure montre les lignes de force des différents muscles qui travaillent dans cette région. Euh, pour rappel, chacune des articulations possède 2 degrés de liberté. L'articulation atlanto-occipitale peut bouger en flexion-extension et également en flexion latérale. Et l'articulation atlanto-axiale peut bouger en flexion-extension également, mais également en rotation. Et donc, voyons maintenant quels sont les muscles qui travaillent sur chacune de ces deux articulations. Au niveau atlanto-occipital, le muscle rectus capitis antérieur va faire fléchir la tête. Les muscles rectus capitis postérieur majeur et les obliquus capitis supérieur sont les principaux extenseurs. L'obliquus capitis supérieur est également un fléchisseur latéral lorsqu'il se contracte de façon unilatérale. Au niveau de l'articulation atlanto-axiale, le rectus capitis postérieur majeur va être l'extenseur principal et l'obliquus capitis inférieur va être le rotateur principal. Donc maintenant, voyons un petit peu, étudions un petit peu deux situations dans lesquelles on va pouvoir montrer ou analyser que les muscles travaillent en fait en synergie entre les différentes régions, et commençons donc par regarder les muscles qui vont devoir se contracter lors d'un tir à l'arc, c'est-à-dire lorsque l'individu va bander son arc avant de tirer. Alors, on peut voir sur cette illustration que le trapèze supérieur et le trapèze moyen vont en fait réaliser une double action. D'une part, ils vont faire tourner la colonne cervicale et le haut du thorax vers la gauche, et ensuite ils vont stabiliser la position de l'omoplate droite par rapport au thorax. Et cet effet de rotation axiale contralatérale est illustré pour la vertèbre C6 dans l'encadré de la figure, où donc vous voyez que les muscles pour faire tourner la vertèbre vers la gauche, ce sont les muscles du côté droit qui sont attachés donc à l'apophyse épineuse, qui vont provoquer ce moment en rotation vers la gauche. Alors, le trapèze et les rhomboïdes vont stabiliser l'omoplate contre l'effet en traction du triceps, du deltoïde postérieur et du serratus antérieur. En effet, ces trois muscles vont avoir tendance à essayer de tirer l'omoplate en abduction, alors que l'omoplate doit rester en adduction, et donc ce sont les trapèzes et les rhomboïdes
qui vont tirer l'omoplate dans l'autre sens et contrecarrer les effets indésirables du triceps, du deltoïde postérieur et du serratus antérieur. Donc cet exemple nous montre que, par exemple, le triceps qui doit tirer pour bander l'arc va avoir un effet d'essayer de tirer l'omoplate en abduction et qu'on va devoir donc contrecarrer cet effet avec une contraction des muscles qui ramènent l'omoplate vers la colonne. Et donc on trouve souvent cette espèce de cette stratégie, pardon, dans beaucoup de mouvements où les muscles agonistes et antagonistes vont devoir se contracter simultanément pour maintenir une articulation fixe et pour l'empêcher de bouger, alors que les articulations qui vont se trouver plus en distal de celle-là vont, elles, pouvoir se déplacer et réaliser un mouvement. Regardons maintenant un deuxième exemple, et ce deuxième exemple, c'est la coordination des mouvements entre la tête et le cou lorsqu'on effectue une rotation latérale de tout le squelette axial. Ici donc, vous voyez une personne qui va se tourner complètement vers la droite et va regarder donc derrière elle, à peu près derrière elle, et vous voyez sur les figures qui vous sont présentées ici, les muscles qui se contractent à la face antérieure et ceux qui se contractent à la face postérieure entre le cou et les hanches. Donc, pour engendrer cette rotation du tronc vers la droite, au niveau du cou, on va avoir une activation simultanée du sternoclédomastoïdien gauche et du trapèze gauche. Les muscles du côté droit qui vont se contracter sont le splenus capitis et le splenus cervicis, donc le splenus de la tête et le splenus du cou. On va également voir une contraction de la partie supérieure de l'érector spina droit. Le muscle qui va surtout se contracter, c'est le longissimus capitis. Et on va également voir une contraction des muscles transverso-spinal gauche, principalement le multifidus. Donc, bien que non représentés ici, plusieurs muscles sous-occipitaux, à savoir le rectus capitis postérieur majeur droit et le capitis oblique inférieur droit, vont contrôler la rotation de la tête au niveau de l'articulation atlanto-axiale. Et donc, la rotation axiale complète de la colonne vertébrale va également nécessiter des interactions musculaires des muscles qui sont situés entre la partie supérieure du tronc et les membres inférieurs. Tout d'abord, il va y avoir une contraction des muscles abdominaux obliques droit et gauche, ainsi que du muscle transverse, qui vont fournir en grande partie le moment musculaire nécessaire à la rotation du tronc. De plus, les muscles postérieurs du tronc, tels que les érecteurs spinaux et les muscles transversaux, vont se contracter pour compenser la tendance à la flexion du tronc qui va être engendrée par les muscles abdominaux obliques. Notons également que le latissimus dorsi va agir comme un rotateur ipsilatéral du tronc, pour autant que l'articulation gléno-humérale soit bien stabilisée par d'autres muscles. Comme le fémur gauche est fixe, le grand fessier gauche va pouvoir réaliser une rotation du bassin et une rotation de la région lobo-sacrée vers la droite. De façon similaire, comme le fémur droit est fixe, le muscle adductor lombus droit va également aider à la rotation du bassin dans le plan horizontal. Et donc, ce dernier exemple
ici nous montre bien qu'il y a une interaction, une synergie entre les muscles, depuis les muscles qui contrôlent les mouvements au niveau de l'articulation occipito-cervicale de la tête, jusque aux muscles qui contrôlent les mouvements de la hanche. Et donc, cette interaction, cette synergie entre les muscles va permettre de transférer les forces entre les différentes régions du tronc et puis ensuite à travers le bassin vers les membres inférieurs. Et donc, ceci conclut la partie d'analyse du mouvement de la colonne cervicale. Et dans le prochain chapitre, nous descendrons encore d'une articulation et nous analyserons donc les mouvements de la hanche, de même que les actions musculaires qui agissent sur cette articulation. Voilà, bon travail et à bientôt.